Plus de 40 milliards de biscuits Oreo sont fabriqués chaque année. C'est le biscuit industriel le plus populaire au monde. Le motif géométrique estampillé sur ces biscuits est le logo de Nabisco, symbole de la qualité européenne qui encercle le mot Oreo. C'est en 1952 que William Turnier a créé le design du biscuit au chocolat que nous connaissons aujourd'hui. Les écouteurs filaires pourraient bientôt appartenir au passé, à cause de la technologie sans fil. Mais si tu en as encore, tu as peut-être remarqué les anneaux sur la prise des écouteurs. Un anneau symbolise un son mono, 2 anneaux symbolisent un son stéréo, et 3 anneaux signifient que tu as un son stéréo et un microphone intégré. Les anneaux iconiques orange, rouge, violet, jaune et vert citron des céréales Fruit Loops cachent un secret. Ils ne représentent pas des saveurs de fruits différentes. Tous ces anneaux ont les mêmes saveurs de fruits mélangées ensemble. Les couleurs sont juste là pour faire joli. Le E du logo de Dell est incliné parce que le fondateur, Michael Dell, voulait que cette technologie renverse le monde. Une boussole utilise des aimants pour pointer vers le nord magnétique, mais ce n'est pas exactement le nord géographique. Le pôle nord de l'aimant d'une boussole pointe vers le nord car le nord et le sud s'attirent. Le pôle magnétique sud de la Terre est proche du nord géographique, tandis que le pôle magnétique nord est proche du sud géographique de la Terre. Déroutant, n'est-ce pas ? Ces petites taches rouges que tu vois parfois après avoir cassé un œuf ne doivent pas t'inquiéter. Les minuscules taches de sang peuvent être causées par une petite rupture d'un vaisseau sanguin de la poule pendant qu'elle pondait l'œuf. Les œufs avec ces taches de sang peuvent être consommés sans danger, mais tu peux enlever cette tache si tu le souhaites. Cela n'affectera pas le goût de l'œuf. Ketchup est un mot issu de nombreuses cultures incluant la Chine, la Malaisie et l'Indonésie. Il désignait à l'origine une sauce de poisson marinée. Catsup est également une orthographe acceptable utilisée, même si ketchup est la façon la plus populaire de l'orthographier de nos jours. Le logo d'Airbnb n'est pas un trombone plié comme il peut sembler l'être à première vue. Le bello, comme on l'appelle, pour belonging, signifie plus que cela, puisqu'il contient le visage d'une personne, le symbole de la localisation et un cœur pour l'amour. Tous réunis, ils forment le A emblématique d'Airbnb et le symbole de la convivialité. Le colorant alimentaire E120 ou rouge naturel 4, alias carmin, est fabriqué à partir de minuscules scarabées. Il a été utilisé pour colorer de nombreuses choses, des gâteaux aux bonbons en passant par les boissons. Cette brillance sur les bonbons vient aussi des insectes. Cette fois, c'est la femelle de la cochenille Keria lacca. Ce coléoptère laisse derrière lui une substance qui est grattée sur les arbres pour être transformée en gomme séchée qui donne cet aspect brillant. Le logo de Mozilla Firefox n'est pas un renard qui entoure la planète, c'est un panda roux. Le nom Firefox est la traduction anglaise de son nom chinois. Les couvercles de bouches d'égout dans la rue sont ronds pour des raisons de sécurité. Dans les civilisations passées, comme la Rome antique, les bouches d'égout étaient des plaques de pierre de forme carrée. Malheureusement, elles étaient sujettes aux accidents. S'il n'était pas placé correctement, un couvercle carré pouvait glisser en diagonale dans le trou. La généralisation des couvercles ronds a éliminé ce problème, puisqu'en l'absence d'angle, ils ne peuvent pas tomber dans le trou. La tomate n'est techniquement pas un légume, mais un fruit. Les bananiers ne sont pas apparentés aux palmiers ni aux arbres, ce sont des herbes. Le bananier est considéré comme une herbe car il ne développe jamais un tronc ligneux comme le fait un arbre. Au lieu de cela, il forme une tige charnue dite succulente comme la citronnelle ou son cousin le gingembre. On peut aussi les considérer comme des baies. La couleur du Golden Gate Bridge n'était pas censée être le rouge orangé qu'elle est aujourd'hui. On a suggéré beaucoup d'autres couleurs originales comme le noir avec des rayures jaunes ou même le motif sucre d'orge pour le rendre visible pour les navires et les avions qui passent, surtout dans le brouillard fréquent de San Francisco. Mais lorsque l'acier est arrivé, recouvert d'un apprêt orange pour le protéger de la rouille, l'architecte a préféré la couleur International Orange et elle est restée. Les pattes à l'arrière des claviers ne sont pas conçues pour soulager tes poignets. Utiliser ces pattes trop longtemps peut les fatiguer et ralentir la frappe. Ces pattes articulées sont simplement là pour t'aider à mieux voir les lettres et les chiffres si tu ne sais pas taper à l'aveugle. La couleur d'un piment ne révèle rien sur son goût ou sa chaleur. En général, plus un piment est petit, plus il sera fort. La chaleur ne vient pas des graines comme on le croit, mais des membranes blanches qui les retiennent. Caché dans le logo Toblerone de la montagne se trouve l'image d'un ours debout sur ses pattes arrière. C'est parce que les ours sont très importants pour Berne, l'une des plus grandes villes de Suisse où le fondateur a créé la fameuse barre chocolatée triangulaire. Toblerone est aussi un jeu de mots sur le nom de la famille du fondateur, Tobler, et le mot italien Torone qui signifie une variété de nougat.
L'espace vide sous une tasse de nouilles est là pour protéger les nouilles pendant le transport. Cette technique s'appelle une suspension intermédiaire. Non seulement elles sont mieux protégées dans leur gobelet en polystyrène, mais cela aide aussi ces nouilles à ramollir plus uniformément et plus rapidement. Si tu penses que le trou sur le corps des stylos à billes n'avait aucune utilité, détrompe-toi. C'est ce qu'on appelle un système d'aération, qui aide l'encre à s'écouler plus facilement. Ainsi, la pression de l'air est équilibrée entre l'intérieur et l'extérieur du stylo, ce qui permet à l'encre de couler facilement vers la pointe. L'un des logos les plus reconnus dans le monde du cyclisme a un élément caché. Dans le nom du Tour de France, les lettres O, U et R forment un cycliste. Ces supports métalliques sur le haut des pistolets dans les stations-service ont un design unique et une fonction bien précise. Si un conducteur distrait oublie que le pistolet est toujours à l'intérieur de son réservoir et commence à rouler, les supports magnétiques se séparent sans endommager aucune partie de la pompe à essence. Le logo de Wendy's rend hommage à la fille du créateur Dave Thomas. Il provient de son surnom. Mais il y a plus que cela. Le collier de Wendy forme le mot « Mom ». Bien que ce ne fût pas intentionnel, c'est devenu une marque de fabrique de la chaîne de restauration. Trouver la bonne voie à emprunter pour sortir de l'autoroute peut être parfois déroutant, surtout dans un pays étranger. Fais attention aux côtés de la route où se trouvent les panneaux de sortie. Ce sera la voie dans laquelle tu devras te trouver. Certains dentifrices sont munis d'un petit opercule qu'il faut retirer avant de pouvoir les utiliser. Au lieu de t'abîmer les ongles, sache que le bouchon du dentifrice a une petite pointe sur le dessus qui sert justement à percer l'opercule. Les chips Tostitos ont un symbole caché en plein milieu de leur logo. Les deux T du milieu ressemblent à deux personnes qui dégustent des Tostitos autour d'un bol de sauce. Le bol de sauce est rouge et forme le point sur le i. L'un des monuments les plus emblématiques au monde, la Statue de la Liberté, a fonctionné pendant 16 ans comme un phare entièrement opérationnel. Cependant, la lumière était à peine visible, même depuis Manhattan. En 1901, elle a finalement été mise hors service en tant que phare. Les touristes pouvaient même visiter la torche pour avoir une vue imprenable sur la ville. Mais un accident a endommagé la torche en 1916 et elle est fermée au public depuis. L'étiquette « Ne pas retirer sous peine de poursuite judiciaire » sur les matelas n'est pas placée là pour le consommateur et n'annule pas non plus ta garantie si tu la retires. Dans les années 1900, les fabricants créaient le rembourrage avec pratiquement n'importe quoi. Des poils d'animaux, de vieux lits d'hôpitaux ou des vêtements. Cela n'avait pas d'importance à l'époque. Des lois strictes ont donné naissance à ces étiquettes pour empêcher les matériaux recyclés d'être réutilisés et vendus comme neufs. Le logo de Toyota est plus qu'une simple combinaison aléatoire de cercles. Les trois ovales qui se chevauchent symbolisent la fusion des cœurs des clients et de Toyota. Un California Sushi Roll est composé d'algues, de riz, de concombres, d'avocats et de chair de crabe. Sauf que ce n'est pas du tout de la chair de crabe. Le surimi est une imitation de la chair de crabe. Il est fait de poisson blanc mélangé avec du sucre à la place des crustacés. Le mélange de poisson est ensuite chauffé et pressé pour le mettre en forme. Le logo de Beats est simplement un B minuscule à l'intérieur d'un cercle rouge. Le cercle représente une tête humaine et le B a la forme d'un écouteur. Tous ces petits points noirs sur les bords des vitres de voiture s'appellent des frites. C'est de l'émail noir peint qui est mis sur les pare-brises pendant la fabrication. Il bloque les rayons ultraviolets et aide à répartir les températures entre le métal et le verre. Il y a 24 symboles cachés dans le logo d'Unilever. Un soleil, une colombe, une plante, une étincelle, un piment, une cuillère, un bol, une fleur, une crème glacée, une main, des cheveux, des lèvres, un tourbillon, un poisson, des vêtements, une abeille, des particules, un emballage, une transformation, des vagues, un extrait d'ADN, des palmiers, un cœur et le symbole du recyclage. Ils sont censés représenter les valeurs et les produits de l'entreprise. Les épingles à cheveux sont conçues de façon à ce que la partie en zigzag se place sur ton cuir chevelu et non la partie plate. Cela donne une meilleure prise sur les cheveux et la peau, ce qui fait que l'épingle reste en place plus longtemps. Les trous dans certains types de fromages ne sont pas dus au hasard. Le gruyère, par exemple, est fabriqué au moyen de bactéries spéciales qui produisent du dioxyde de carbone. Lorsque le CO2 est émis, il gonfle comme une bulle de chewing-gum, laissant de minuscules cratères que l'on appelle également les yeux du fromage. Celui-ci est ensuite refroidi, mais les trous restent là. Plus de 40 milliards d'Oreos sont fabriqués chaque année. C'est le biscuit industriel le plus vendu au monde. Le dessin géométrique estampillé sur ces biscuits comporte le logo de Nabisco, symbole de la qualité américaine, entourant le mot Oreo.
William Turnier a créé le design de ce biscuit chocolaté tel que nous le connaissons aujourd'hui en 1952. Si tu utilises des bouteilles réutilisables, tu sais sans doute qu'elles ont parfois tendance à sentir mauvais. Même si tu ne les utilises que pour y mettre de l'eau ordinaire, elles finissent quand même par sentir. Mais ce n'est pas l'eau elle-même qui dégage cette odeur, ce sont les micro-organismes qu'elle contient. Si tu bois de l'eau dans une bouteille, les particules de ta salive et de ta sueur restent à l'intérieur. Ces bactéries commencent à s'accumuler dans la bouteille, ce qui génère cette odeur. Si tu fais le choix des bouteilles réutilisables, veille à les laver tous les jours pour éviter que les bactéries ne s'y accumulent. Après l'avoir lavée, laisse-la sécher complètement avant de la réutiliser. Il n'y a pas que les jeans qui soient bleus, les uniformes de police le sont aussi. Les premiers policiers vêtus ainsi sont apparus au XIXe siècle à Londres. Ils ont reçu cet uniforme bleu pour contraster avec l'uniforme rouge et blanc qu'arboraient déjà les militaires. 2 décennies plus tard, de telles forces de police ont été adoptées aux États-Unis qui ont suivi le même modèle. L'uniforme est toujours bleu de nos jours car cette couleur s'est avérée très efficace. Elle se fond dans un environnement nocturne et les policiers peuvent observer ce qui se passe sans se faire trop remarquer. Par ailleurs, les taches ne sont pas trop visibles sur les tissus sombres. Et puis, tout le monde sait que les policiers portent du bleu et qu'on les reconnaît à cette seule couleur. Alors, pourquoi chambouler tout cela ? Les bébés carottes sont minuscules et, contrairement aux carottes ordinaires, elles sont humides. Ce qui n'est pas sans rappeler nos petits bébés humains. Ces mini-carottes ne sont pas des carottes spéciales. On les fabrique à partir de carottes ordinaires en retirant la peau et les couches extérieures, puis en les rabotant pour qu'elles aient l'air plus jolies. Le problème, c'est qu'elles ne peuvent plus retenir l'humidité. Une carotte normale conserve une certaine quantité d'eau en elle grâce aux couches qui l'emprisonnent. Une fois coupées, les mini-carottes se dessèchent facilement. C'est pourquoi elles sont généralement vendues dans des sacs plastiques contenant un peu d'eau. Les jeans sont pourvus de rivets métalliques et ce depuis toujours. Jacob Davis, l'homme qui a fabriqué la première paire de jeans, a ajouté des rivets en cuivre aux endroits où les pantalons sont les plus susceptibles de se déchirer, à savoir la braguette et les poches, afin de les rendre plus résistants. Aujourd'hui, les rivets remplissent plutôt une fonction décorative, car ils sont une caractéristique traditionnelle des blue jeans. Une autre particularité de ce pantalon est la présence de ces petites poches qui ne servent apparemment à rien. C'est peut-être le cas aujourd'hui, mais il y a des années, lorsque les jeans étaient particulièrement affectionnés des cow-boys, cette petite poche était spécialement conçue pour y ranger une montre à gousset. De plus, à l'époque, un jean n'avait que 4 poches. Cette poche minuscule, la poche de montre, 2 grandes poches à l'avant et une seule poche à l'arrière. Les appuis-têtes des voitures sont une question de confort et les appuis-têtes amovibles sont une question de sécurité. Si tu retires un appuie-tête, tu verras 2 solides barres métalliques. Si jamais tu te retrouves enfermé ou piégé dans un véhicule, tu peux utiliser ces barres pour briser la vitre et t'échapper. Ces petites taches rouges que tu vois parfois après avoir cassé un œuf n'ont rien d'inquiétant. Ces minuscules taches de sang peuvent être causées par la rupture d'un petit vaisseau sanguin chez la poule lorsqu'elle pondait son œuf. Les œufs présentant ces taches de sang peuvent être consommés sans danger, mais elles peuvent aussi être enlevées si cela te dérange. Cela n'affectera pas le goût de l'œuf. Dans le logo Toblerone et sa célèbre montagne se cache l'image d'un ours dressé sur ses pattes arrière et qui est sur le point de dévorer ce yodeleur par là-bas. Non, je plaisante. Cela s'explique par le fait que les ours étaient très présents du côté de Berne, l'une des plus grandes villes de Suisse, où son fondateur a créé la fameuse friandise triangulaire au chocolat. Toblerone repose également sur un jeu de mots entre le nom de famille du créateur, Théodore Tobler, et le mot italien Torrone, qui désigne un nougat au miel et aux amandes. L'espace situé sous un gobelet de nouilles sert à protéger celle-ci durant le transport. Cette technique s'appelle la suspension intermédiaire. Non seulement les nouilles sont mieux protégées dans leur gobelet en polystyrène, mais elles se ramollissent aussi plus rapidement et de façon plus uniforme. Tu pensais sûrement que ce trou dans le corps des stylos à billes n'avait pas de raison d'être, et pourtant, il y en a une. Il s'agit d'un système d'aération qui permet à l'encre de s'écouler plus aisément. De cette façon, une pression d'air égale est créée à l'intérieur et à l'extérieur du stylo, ce qui permet à l'encre de s'écouler facilement dans la pointe. Ce n'est pas un hasard si les bouteilles de sauce soja ont 2 becs verseurs. La sauce est très liquide et s'écoule assez rapidement de la bouteille dès qu'on la retourne. La plupart des amateurs de cuisine asiatique admettront en avoir renversé partout au moins une fois dans leur vie.
C'est pourquoi, de nos jours, les restaurants préfèrent servir la sauce soja dans des bouteilles spéciales dotées de 2 becs verseurs. Cette conception permet de contrôler le débit de sauce qui s'écoule. Il suffit de mettre le doigt sur un bec pendant que l'on verse la sauce par l'autre. Si tu appuies fortement ton doigt dessus, la sauce s'arrêtera automatiquement de couler. Et si tu l'enlèves, elle coulera à nouveau. Maintenant, je te défie d'y arriver les doigts dans le nez. Tu as probablement remarqué que les sièges des trains et des bus étaient recouverts de tissus aux motifs bizarroïdes. Tu sais pourquoi ? On utilise ces motifs pour couvrir la saleté et les taches sur les sièges. Plus la couleur est vive et plus les motifs sont nombreux, plus il sera difficile pour un passager de remarquer ces taches dégoûtantes. De plus, ces motifs sont généralement si laids que personne n'a envie de les regarder suffisamment longtemps pour y déceler quoi que ce soit. Donc oui, le motif est bien là pour te faire détourner le regard, et si tu le regardes, pour le rendre moins visible. Aucun bus n'aura jamais de siège blanc uni, ça, c'est garanti. La languette métallique des canettes de soda peut être retournée, et il est possible d'y glisser une paille, ce qui t'évite de devoir sans arrêt la remettre en place. Cette languette a remplacé la goupille créée au début des années 60. Tu t'en souviens, n'est-ce pas ? Elle pouvait être très pointue et facilement constituer une menace pour les gens chargés de trier les ordures. Désormais, tu peux insérer ta paille directement dans l'une d'entre elles. Cela signifie aussi que tu peux produire des bulles à volonté et faire rigoler tous tes copains comme un enfant de 3 ans. Parfois, lorsque tu achètes un vêtement, tu reçois un sachet en plastique contenant un bouton supplémentaire ainsi qu'un morceau de tissu. Si le tissu sert manifestement à boucher des trous, il peut aussi servir à tester les effets de divers détergents sur certaines surfaces. Il est également pratique pour tester les cycles de lavage de ta machine avant de les utiliser pour laver le vêtement entier. Les escaliers mécaniques sont dotés de ces brosses noires à poils durs pour la même raison que certains d'entre eux ont des lignes jaunes sur leurs marches. Il s'agit de dissuader les usagers de s'approcher trop près des endroits dangereux. Les gens ne font pas toujours attention et il arrive que des vêtements se coincent près du point où la marche rencontre le bord de l'escalier. Cette brosse est une petite barrière qui permet d'éviter cela. Elle permet également d'attraper les peluches et d'éviter que d'autres petits objets ne tombent dans les interstices. Les récipients pour plats à emporter, que l'on associe le plus souvent aux restaurants chinois, sont conçus non seulement pour ramener les plats à la maison, mais aussi pour les conserver dans le réfrigérateur. Ils peuvent également servir d'assiette, puisqu'il t'est possible de manger directement à l'intérieur sans avoir à te soucier de salir ta vaisselle. Et oui, c'est vrai, ils ont été brevetés en 1894 pour transporter des huîtres fraîchement écaillées et étaient connus outre-Atlantique sous le nom d'Oyster Pails. Ils ont ensuite été adaptés pour servir de conteneurs étanches pour les aliments. Tu t'es déjà demandé pourquoi les pièces de monnaie avaient ces petites rayures sur le bord ? C'est un vestige de l'époque où elles avaient beaucoup plus de valeur. Les faussaires pouvaient facilement en rogner les arêtes pour fondre de nouvelles pièces d'or ou d'argent et en tirer profit. Ces stries ont été créées pour qu'il soit beaucoup plus facile de distinguer les pièces qui avaient été altérées. Ce n'est plus nécessaire aujourd'hui, mais les pièces présentent toujours ce style. Tous les crackers et certains biscuits ont des petits trous au milieu pour s'assurer que le produit final aura la bonne texture. Ces trous minuscules permettent à la vapeur de s'échapper pour que tes biscuits ne se cassent pas. Si l'on ne piquait pas la pâte, la vapeur s'accumulerait à l'intérieur et le résultat final aurait beau être succulent, il aurait une forme plutôt bizarre. Les chiens aiment tourner en rond avant de s'endormir, car ils ont hérité ce comportement de leurs ancêtres. À l'époque, il n'existait pas de panier bien douillet pour les toutous, et la plupart d'entre eux devaient donc repousser les hautes herbes afin de se créer un petit coin pour roupiller. En prime, ces mouvements faisaient fuir toutes les bestioles qui auraient pu se cacher dans la végétation. Les donuts ont cette forme d'anneau pour une raison similaire. S'ils n'avaient pas de trou au centre, la pâte ne serait jamais assez cuite. Par ailleurs, ils sont souvent associés à la police américaine, car dans les années 50, les magasins de donuts étaient l'un des rares endroits à rester ouverts tard dans la nuit. C'était le lieu idéal pour les policiers qui désiraient grignoter un morceau ou même s'occuper de la paperasse pendant leur service de nuit. Si ton jean est bleu à l'extérieur et blanc à l'intérieur, c'est parce que le tissu a été tissé de manière judicieuse. Le fil de chaîne est teint, tandis que le fil de trame n'a pas de couleur, il est simplement blanc. De cette manière, les fabricants réduisent la quantité de teinture nécessaire pour chaque vêtement. Ce n'est pas comme s'ils étaient cousus d'or. Il n'y a rien de mieux qu'une tranche de pain grillé avec du beurre pour le petit déjeuner. Mis à part les sundaes au caramel fondu. Si tu trouves que c'est difficile de tartiner ton beurre froid sur ton pain, voici une idée. Utilise une râpe à fromage.
Mets de côté la quantité de beurre dont tu as besoin et râpe-le. De cette façon, la quantité de beurre nécessaire se ramollira et il sera plus facile à tartiner. Mais quand même, le caramel fondu. Il existe des pâtes sèches de différentes formes et de différentes tailles pour une raison. Chaque type de pâte se marie à la perfection avec un certain type de sauce. Les conchiglioni, par exemple, sont parfaits avec une sauce plus dense et épaisse. Pourquoi ? Parce que la sauce entre dans les coquillages et rend ainsi le plat plus facile à servir. Les rayures sur les surfaces des pâtes permettent de retenir la sauce. Si jamais tu brûles tes biscuits, et zut, tu peux les récupérer avec ta bien-aimée râpe à fromage. Il suffit de râper les parties brûlées une fois les biscuits enlevés de la plaque du four. Mais attention, attends qu'ils aient refroidi. Si jamais en enlevant la partie brûlée tu les abîmes un peu, il suffit de les tremper dans du chocolat fondu. Une fois que le chocolat durcit, tu auras des biscuits parfaits. Mais soyons honnêtes, est-ce que la forme du biscuit a vraiment de l'importance au moment de la dégustation ? Je dis ça, je dis rien. Si tu fais des sandwichs avec plein d'ingrédients, mais que tu ne veux pas que le pain ne se ramollisse, il existe une technique pour éviter que cela se produise. Prends les tomates ou les concombres que tu veux mettre dans ton sandwich et place-les entre 2 serviettes en papier pendant 5 minutes. Voilà, tu peux les mettre dans le pain. Assure-toi de tartiner le beurre, le fromage ou les sauces comme la mayo ou le ketchup en premier sur le pain. Cela va en quelque sorte sceller le pain et éviter qu'il ne ramollisse. Certaines personnes pensent qu'il faut enlever ce petit filament blanc qui se trouve à côté du jaune d'œuf avant de le cuire. Je suis là pour te dire que ces filaments s'appellent des chalases. Et il n'y a pas besoin de s'en débarrasser. Ils sont là pour tenir le jaune en place au centre de l'œuf. Les chalases n'ont pas d'incidence sur la consistance et le goût de ta nourriture. C'est toi qui vois si tu veux les enlever ou non. Tu as déjà remarqué que les briques du jus ont 2 languettes sur les côtés ? Ce sont en réalité des poignées. Les fabricants ont conçu ces briques de cette façon pour que nous puissions les manipuler plus facilement, sans les écraser et faire sortir le jus. Pas besoin d'être un chef étoilé pour savoir que tu peux utiliser du sucre blanc ou de la cassonade dans toutes tes recettes. Tu t'es déjà demandé quelle était la différence entre les deux ? Il s'avère que la seule chose qui les différencie est le mode de production. On ajoute une petite quantité de mélasse dans la cassonade. La mélasse est une sorte de sirop obtenu lors de la transformation de la canne à sucre. C'est ce qui est enlevé en cours de raffinage. C'est de cette façon qu'est produit le sucre blanc. Mais si une certaine quantité de mélasse reste dans le produit final, on obtient de la cassonade. Ce qui a ce goût plus prononcé et cette couleur plus foncée. C'est une bonne chose. Tu peux mettre plein de choses dans ton lave-vaisselle, pas seulement des assiettes et des couverts. Par exemple, tu peux y laver tes gants de cuisine en silicone, les pommeaux de certains appareils électroménagers comme ceux de ton four ou de ta plaque de cuisson. Certaines éponges et autres serviettes réutilisables aussi peuvent être lavées au lave-vaisselle. En parlant de produits ménagers pour la cuisine, tu peux faire plein de choses avec le liquide vaisselle. Tu peux nettoyer ton mobilier de jardin par exemple. Ajoute un peu de liquide vaisselle dans de l'eau chaude et utilise ce mélange pour frotter tous tes meubles de jardin avec un morceau de tissu. Rince-les avec ton tuyau d'arrosage. Tu peux aussi utiliser ton liquide vaisselle pour enlever les taches de gras de tes vêtements, les taches de sauce des pâtes, d'assaisonnement de salade. Ça nous arrive à tous de louper notre bouche. Mets un peu de liquide vaisselle sur la tache et rince à l'eau. Pour les vêtements clairs, il vaut mieux utiliser du liquide non coloré. Pour les tâches les plus tenaces, laisse agir le liquide vaisselle pendant quelques minutes, puis mets le vêtement à la machine comme d'habitude. Et achète-toi un biberon peut-être aussi. Si tu n'as toujours pas trouvé de technique qui te convient pour organiser ta garde-robe et que tu es envahi par les piles de vêtements, il existe un truc simple qui peut peut-être fonctionner. C'est la technique 1 de plus, 1 de moins. Pour chaque vêtement que tu achètes, tu dois te débarrasser d'un vieux vêtement. Tu désencombreras régulièrement ton armoire. Pour trouver les choses plus facilement, bonne chance, laisse les vêtements que tu utilises le plus souvent au niveau de tes yeux. Tu pourras les trouver plus facilement et les sortir de l'armoire rapidement. Les vêtements que tu utilises moins souvent, comme les vêtements de soirée par exemple, peuvent être rangés sous ou au-dessus du niveau de tes yeux. Les vieilles boîtes en étain peuvent se révéler très utiles. Si tu y colles des aimants très puissants à l'intérieur, elles peuvent servir de récipients aimantés. Tu peux y ranger tout plein d'objets comme des pinces de cuisine, des cuillères à glace ou même des couverts.
Tu peux les placer sur n'importe quelle surface métallique, comme la porte de ton frigo. Elles iront très bien avec le reste de tes aimants. Au fond de ta buanderie, tu possèdes un outil indispensable pour ramasser les poils d'animaux. Ça marche même mieux que les rouleaux adhésifs. Il s'agit des lingettes pour sèche-linge. Une seule de ces lingettes et un peu d'huile de coude et le tour est joué. Plus de poils de Médor partout. Ça fonctionne sur toutes les surfaces, mais c'est particulièrement efficace sur les meubles rembourrés. Si tu ne veux pas que tes portes grincent à chaque fois que tu entres dans une pièce, prends une savonnette et frotte-la directement sur les charnières. Ça ne fonctionne que quelques temps par contre, mais ça fera l'affaire jusqu'à ce que tu ailles dans un magasin de bricolage. Pour acheter du lubrifiant par exemple, tu as déjà remarqué que dans certains ascenseurs, il y a une étoile à côté de tel ou tel étage. Et non, ce n'est pas fait pour indiquer l'étage de mon bureau. Elle sert à indiquer la sortie la plus proche, et elle n'est pas toujours au premier étage. Elle est plutôt à l'étage le plus proche de la rue. Tu t'es déjà demandé pourquoi les panneaux stop sont rouges? Il y a quelque temps, il n'y avait pas de couleur spécifique. Avant 1920, il n'y avait même pas de forme standard. En 1922, quelqu'un a eu l'idée d'imposer l'octogone. Mais au départ, ces panneaux étaient jaunes. Le rouge pâlissait trop vite à cause de l'exposition au soleil. Le jaune était la meilleure option. Ce n'est que 30 ans après que la peinture émail plus résistante a été inventée. C'est alors que la couleur des panneaux stop est devenue rouge. Après tout, c'est la meilleure couleur si l'on veut que quelque chose se repère facilement. Savais-tu qu'il existe une typologie de rosier qui pousse plus haut qu'un homme? Selon le Guinness des records, le plus haut rosier qui ait jamais existé se trouve à Vienne. Et il mesure plus de 8,50 m de haut. Oui, ce rosier a osé. Comme nos empreintes digitales qui sont uniques, il n'existe pas deux tigres avec les mêmes rayures. C'est comme ça que les personnes qui travaillent avec ces gros félins les distinguent les uns des autres. Je parie que tu ne savais pas que la Maison Blanche a son propre fleuriste au sous-sol. Ce commerce s'occupe des ornements pour tous les événements organisés à la Maison Blanche. On sait bien que la pizza est devenue un élément de base de la cuisine américaine malgré ses origines italiennes. Ce plat est tellement apprécié que les Américains achètent 350 parts de pizza chaque seconde. Personnellement, je trouve que je n'en mange pas assez. Afin de répondre à l'incroyable demande, environ 17% de tous les restaurants des États-Unis sont des pizzerias. Il existe une technique pour faire de la limonade sans que les graines de citron ne se retrouvent dans ton verre. Coupe le fruit en deux et essaye de le presser avec des pinces de cuisine. La partie pointue de la moitié du citron doit être placée vers le bas. Le jus va couler, mais les graines resteront dans le citron. De la limonade. C'est bon ça avec de la pizza. Tu vas au supermarché pour acheter quelques petits articles. La caisse en libre-service va beaucoup plus vite que lorsqu'il faut attendre que les gens déchargent leur énorme caddie. Mais cette voix bruyante qui provient de la machine, qui ne cesse de commander, te coupe l'envie. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu peux l'éteindre. Regarde de plus près l'écran. Tu verras probablement un bouton de volume en bas. Utilise ton doigt pour couper cette pénible voix trop bizarre pour de bon. Toutes les machines ne disposent pas de cette option cachée, mais ça vaut vraiment la peine de vérifier. Normalement, les bouteilles d'huile de tournesol ont un bouchon bizarre à l'intérieur. La plupart des gens enlèvent toute la partie supérieure et la jettent. Mais il y a en fait une meilleure façon de l'utiliser. Retourne la partie détachée vers l'intérieur et mets-la dans le goulot de la bouteille. Cela fera un excellent distributeur et tu ne verseras jamais plus d'huile en trop dans ta salade. Tu prévois un pique-nique avec tes amis dans la nature ? Oublie ton panier repas classique. On a tous eu tort. En fait, ce n'est pas un panier, mais un seau. Oui, il est bien mieux de mettre tes trucs de pique-nique dans plusieurs seaux. Cela permettra de répartir uniformément le poids entre tous les invités. Lorsque tu auras trouvé un endroit agréable pour ton pique-nique et que tu auras sorti toutes tes affaires, retourne les seaux et utilise-les comme tabouret. Lorsque le repas est terminé, place les seaux l'un dans les autres pour gagner de la place pendant le trajet de retour. Tes toasts commencent à brûler, mais tu n'as pas de pince de cuisine sous la main ? Prends 2 fourchettes identiques, mets-les ensemble et attache-les solidement avec un élastique. Et voilà, tes pinces sont prêtes. Tu t'es déjà demandé à quoi servait ce double fond sous le couvercle du Nutella ?
Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Voici un pot de Nutella tout neuf. Enlevons le cercle blanc du carton, puis décollons le papier d'aluminium. Surprise! Il devrait y avoir un petit couteau pour couper la feuille d'aluminium dorée. Maintenant, tu sais comment avoir accès à ton péché mignon préféré sans te faire mal aux mains. Ne jette pas le pot en verre une fois que tu as fini de manger du Nutella. Il peut se transformer en porte-bougie ou en lanterne. Lave-le, peins-le à ton goût. Ajoute des décorations ou des lettres. Colle une belle corde autour du bord du pot. Place une bougie ou une guirlande lumineuse à l'intérieur du bocal. Personne ne devinera jamais que c'était un pot de Nutella. Ce sera notre secret. Tu t'es déjà demandé pourquoi les biscuits Ritz ont des dents sur le bord? Tu peux les utiliser comme couteau pour le fromage et les produits mous similaires comme les concombres, le jambon, etc. Il suffit de faire tourner le cracker comme s'il s'agissait d'un minuscule couteau à pizza et d'appuyer. Maintenant, tous les ingrédients tiennent parfaitement sur ton cracker. Profite de ton snack. Tu as aussi une de ces vieilles plaques de cuisson que tu n'utilises jamais mais que tu hésites encore à jeter. Bonne nouvelle, tu peux la recycler et en faire un magnifique cadre pour une peinture ou une photo. Il y a 2 façons de procéder. Dégraisse la surface de ton plateau et fixe l'image au fond. Dans ce cas, le cadre ira coller vers l'avant. Tu peux aussi retourner le plateau à l'envers et les bords se cacheront à l'arrière. Accroche cette réalisation sur un mur ou pose-la sur une étagère. Et n'hésite pas à utiliser de la peinture pour métal pour donner à ton cadre une couleur qui convienne. Une vieille planche à découper peut faire un excellent cadre pour un miroir. Utilise du scotch double face pour fixer un miroir assorti à la surface de ta planche. Veille à ce que le miroir soit bien collé. Tu peux maintenant l'accrocher au mur à l'aide de la poignée de la planche ou la poser sur une armoire et l'adosser au mur. N'oublie pas de laver et de sécher la planche à découper avant de commencer ce bricolage. On ne veut pas que le miroir ait une odeur de poisson, n'est-ce pas? Un autre super pouvoir que possède une planche à découper est de garder les fils sans nœuds. Enroule quelques guirlandes lumineuses autour d'une vieille planche à découper en bois et mets-la dans ton placard. Lors des prochaines fêtes de fin d'année, ils seront encore complètement démêlés. Un sèche-cheveux peut faire un excellent mini-aspirateur lorsque tu as besoin de faire un nettoyage d'urgence. Coupe une bouteille en plastique et sèche-la. Mets une couche de tissu sur le ventilateur de ton sèche-cheveux. Place ensuite le ventilateur sur la partie inférieure de la bouteille en plastique. Fixe la bouteille au sèche-cheveux à l'aide d'un sparadrap. Allume-le et hop! Tu es prêt à nettoyer le bazar. Tu peux utiliser une grille de cuisinière à gaz ancienne pour suspendre tes plantes d'intérieur. Fixe-la au mur à l'aide de vis ou de clous. Maintenant, tu es prêt à accrocher des pots de fleurs, des guirlandes électriques et tout autre élément de décoration. Si la couleur de ta grille de cuisinière n'est pas assortie à ton intérieur, tu peux toujours arranger cela en utilisant de la peinture en bombe. Les baguettes chinoises et les bâtonnets de glace en bois peuvent également se transformer en un magnifique panneau qui décorera ton intérieur. Colle les bords ensemble pour créer une grille. Tu peux aussi composer ton nom ou tout autre mot que tu veux avec les bâtonnets. Enroule ensuite la grille avec les guirlandes lumineuses et profite de ta décoration. Ne jette pas ton papier aluminium froissé, il peut t'aider à illuminer la journée. Fais des boules de papier d'aluminium identiques et colle-les sur un verre, un cadre de miroir ou même un livre, et ta vie deviendra immédiatement plus glamour. Si tu as besoin d'aiguiser tes ciseaux usés, prends du papier d'aluminium et écrase-le en une boule. Affûte les bords des ciseaux directement sur cette boule de papier aluminium. Pour accélérer ton repassage, place des morceaux de papier d'aluminium sous ta planche à repasser, puis remets le revêtement. Le papier d'aluminium réfléchira la chaleur. Le fer à repasser sera plus chaud et fera le travail beaucoup plus rapidement. Si tu as du mal à organiser tous tes bijoux et que tu perds de temps en temps tes articles préférés, utilise une éponge pour les ranger. Il suffit de faire quelques entailles et de placer tes petits trésors à l'intérieur de ces entailles. Ils tiendront fermement dans l'éponge et ne risqueront pas de tomber ou de se mélanger. Tu peux aussi utiliser une éponge pour créer un organisateur pour tes bijoux. Trouve une jolie boîte, découpe ton éponge en morceaux de même taille et place-les à l'intérieur de la boîte. Utilise de la colle ou du scotch pour fixer l'éponge à la boîte et profite de ton nouvel écrin à bijoux. Tu peux facilement faire des fraises fourrées au chocolat à la maison. Prends une seringue en plastique. Remplis-la de pâte de chocolat
Enlève les feuilles de la fraise et enfonce la seringue dans le trou d'où sort habituellement le feuillage. Presse le chocolat dans le fruit et c'est prêt. Tu peux utiliser la même technique lorsque tu prépares des éclairs, des pommes ou que tu veux laisser un mot en chocolat sur des crêpes pour surprendre ton conjoint le matin. Les cintres à pantalon en bois avec des pinces métalliques peuvent être pratiques lorsqu'il s'agit de suspendre des rideaux ou une toile de fond pour ta séance de photos. Si tu as besoin de suspendre des rideaux mais que tu n'as pas de crochets spéciaux, fixe plusieurs cintres à pantalon sur toute la longueur des rideaux, puis suspends cette structure à un rebord. En général, lorsque nous hachons des oignons ou de l'ail frais, nos doigts finissent par sentir mauvais pendant un certain temps. Ce n'est plus une fatalité. Il suffit de frotter un peu de citron sur tes mains avant de toucher l'aliment qui sent et elles sentiront les citrons frais une fois que tu auras terminé. Tu peux aussi utiliser un citron vert ou un pamplemousse rouge à la place du citron. Un vieux pot à thé en métal sert comme mini-étagère pour les petites choses dans ta cuisine. Mets du scotch double face sur le pot et colle-le dans le coin supérieur de ton armoire. Tu peux utiliser les sacs de chaussures comme sac à linge ou pour ranger les sous-vêtements à part des autres vêtements. Lorsque tu voyages de l'été à l'hiver ou vice-versa, tu vas devoir séparer tes vêtements chauds des tenues estivales. Les sacs à chaussures t'aideront à résoudre ce problème. Imagine que tu sois un détective de l'art et que ta mission consiste à explorer les mystères qui se cachent derrière les tableaux les plus célèbres du monde. On parle des œuvres de Léonard de Vinci, Michel-Ange ou encore Picasso. N'oublie pas ta loupe, car ton aventure est sur le point de commencer. La première ville sur ta liste est Rome. Après avoir dégusté de délicieuses pâtes, tu te diriges vers la chapelle Sixtine, qui abrite le plafond le plus célèbre du monde. As-tu déjà entendu dire que Michel-Ange avait peint les fresques en étant allongé ? Ce n'est qu'un mythe. En réalité, le peintre a créé un système complexe de plateformes lui permettant de peindre debout. Tu es en train d'admirer la création d'Adam, qui est la fresque du milieu. L'artiste italien était connu pour sa connaissance précise de l'anatomie humaine. Les experts en art affirment que la partie droite du tableau est une représentation anatomiquement correcte d'un cerveau agrandi. Pour le vérifier, tu essaies de superposer une image de l'organe et de l'œuvre d'art. Cela semble correspondre. Le cervelet, le nerf optique et la glande pituitaire sont tous là. Même le truc flottant en forme de foulard vert semble correspondre à l'artère vertébrale. Certains chercheurs pensent que c'est la façon dont Michel-Ange a dépeint la connaissance et la sagesse, mais tu as besoin d'une nuit de sommeil pour t'en faire une idée définitive. Le lendemain, tu attrapes un train et arrives à Florence. Le temps de déguster une glace à l'italienne, puis tu te rends directement à la galerie Accademia. L'une des sculptures les plus célèbres du monde t'attend à l'intérieur, le David de Michel-Ange. Ce David est une merveille de marbre de 5 mètres de haut. Il a été sculpté pendant environ 3 ans. Le mystère qui l'entoure consiste à découvrir la véritable expression de la statue. En la regardant d'en bas, tu peux te dire que son visage est serein et paisible. Mais les historiens de l'art affirment que cette œuvre a été largement incomprise. Apparemment, son corps cache une histoire très différente. Regarde de plus près et tu remarqueras que ses sourcils sont froncés et que les veines de ses bras sont saillantes. Il n'a pas l'air si détendu après tout, n'est-ce pas ? L'idée de Michel-Ange était de représenter David juste avant une confrontation importante. Alors peut-être n'était-il pas si serein que ça. L'Italie est si riche en œuvres d'art que tu ne peux pas partir tout de suite. Tu es toujours à Florence et tu visites maintenant la célèbre Galerie des Offices. De nombreux tableaux célèbres sont hébergés dans ce musée. Mais celui qui t'intéresse plus particulièrement est le Printemps de Botticelli. Cette œuvre d'art a été enveloppée de mystère dès le départ. Les experts ne savent pas dire l'année exacte où elle a été commandée. Elle est restée sans titre pendant des années, jusqu'à ce que le peintre Giorgio Vasari lui trouve enfin un nom. Habituellement, lorsque les critiques et le public admirent cette peinture, ils se concentrent sur les personnages au premier plan. Mais dans ce cas, le véritable travail réside dans le fait que Botticelli a peint plus de 46 espèces végétales différentes avec une précision presque photographique. Et dans l'ensemble du tableau, ces figures végétales sont répétées plus de 200 fois. Incroyable! Ces journées de visite ont été bien remplies, n'est-ce pas? Tu es prêt à continuer? Tu sautes dans un avion et tu arrives à Paris, la ville des Lumières, de l'amour et de la célèbre Joconde. Tu traverses le musée du Louvre et tu arrives devant le chef-d'œuvre de Léonard de Vinci. Il existe de nombreuses théories concernant cette œuvre d'art et tu te plonges dans certaines d'entre elles.
Des arguments solides ont été avancés pour dire que la Joconde pourrait être un autoportrait du peintre lui-même. Les historiens ont minutieusement comparé son visage à celui de Mona Lisa, et ils sont étonnamment similaires. Et puis il y a la théorie du sourire en coin. Le dentiste et expert en art Joseph Bartowski prétend avoir découvert le secret du rictus de Mona Lisa. Il dit que son expression faciale serrée est l'indication typique d'une personne qui a perdu ses dents de devant. En 2010, le Comité italien pour le patrimoine culturel a également découvert une collection de symboles cachés dans le tableau. Ceux-ci ne sont visibles qu'avec des lunettes grossissantes high-tech, mais elles ont révélé que Léonard de Vinci avait inscrit un LV à l'intérieur de l'œil droit de Mona Lisa. Les experts pensent qu'il s'agit de la signature du peintre, mais les autres symboles, un CE dans l'œil gauche et un 72 dans l'arche du pont en arrière-plan, sont encore non élucidés. Bon, ça fait beaucoup de découvertes d'un coup. Bien sûr, à la fin de ta visite, n'oublie pas de tester si ces yeux te suivent vraiment. Maintenant, tu te rends à Amsterdam pour visiter le Rijksmuseum. Tu es venu pour voir un tableau spécifique de Rembrandt qui cache une histoire mystérieuse. La Ronde de nuit est l'un des tableaux les plus célèbres du peintre flamand, mais les experts affirment que le nom du tableau ne correspond pas à son contenu. Regardons cela de plus près. Le tableau représente un grand groupe prêt à s'embarquer pour une mission. La technique de Rembrandt s'appelle le clair-obscur et met en évidence le contraste entre l'ombre et la lumière. Jusqu'en 1947, les critiques d'art pensaient que le peintre dépeignait une scène de nuit. Mais lorsque le tableau a été débarrassé d'une épaisse couche de poussière, il est apparu clairement que la scène se passait en plein jour, avec le soleil qui tombe du coin supérieur gauche. Il est désormais trop tard pour changer son nom en Ronde de jour. Pendant ton séjour à Amsterdam, tu visites aussi un musée dédié à l'art de Vincent van Gogh. Savais-tu qu'il a peint plus de 900 tableaux pendant une période de seulement 10 ans ? Quoi qu'il en soit, le musée Van Gogh abrite la plus grande collection de peintures de tournesol que tu verras probablement de ta vie. En fait, presque toutes les peintures de Van Gogh présentent des teintes jaunes dominantes. Cette particularité de son art est peut-être le résultat de sa façon de voir le monde. Certains experts en art ont émis l'hypothèse que l'un des médicaments de Van Gogh a modifié sa perception des couleurs, lui faisant voir plus de jaune autour de lui. Bon, notre voyage continue. Le prochain arrêt sur ta liste est le Royaume-Uni. Direction la National Gallery. Tu pourrais passer des heures à admirer le tableau Les époux Arnolfini de Jan van Eyck et ne rien voir qui sorte de l'ordinaire. Au premier plan, un couple se tient la main et regarde fixement le spectateur. Mais si tu zoomes sur le miroir accroché au mur, tu verras deux autres personnes dans la pièce. Les experts en art disent que le personnage masculin du tableau a les mains levées pour saluer ces deux personnes vues dans le miroir et que l'un des personnages est Van Eyck lui-même. Et ce n'est pas le seul filigrane que le peintre ait laissé. Au-dessus du miroir, tu verras sa flamboyante signature « Jan van Eyck était ici, 1434 ». En parlant de peintres qui laissent des indices de leur propre présence, le Caravage, le célèbre peintre italien de la Renaissance, a laissé un petit œuf de Pâques dans l'un de ses célèbres tableaux, Bacchus. Celui-ci est un peu difficile à repérer. Dans la carafe à moitié remplie, dans le coin inférieur gauche du tableau, il y a un minuscule autoportrait du peintre lui-même caché dans le liquide. Pour voir l'image clairement, il faut l'aide d'une technologie sophistiquée ou au moins une loupe très efficace. Mais il est bien là, un personnage masculin, alias le Caravage, avec un pinceau à la main. Fait amusant, le minuscule autoportrait a été remarqué pour la première fois en 1922, plus de 300 ans après que le tableau ait été achevé. Mais il a été ignoré en raison de sa mauvaise conservation. Pour conclure ton voyage, tu t'envoles outre-Atlantique jusqu'à Chicago. L'énorme collection de l'Art Institute abrite un tableau bien connu de Pablo Picasso, le vieux guitariste. Le secret de cette peinture est si bien caché qu'il faut aussi l'aide d'appareils à rayons X et de technologies super sophistiquées. Mais les résultats en valent la peine. Les relevés montrent que Picasso a peint le vieux guitariste par-dessus un autre tableau inachevé. On peut clairement voir les contours et les formes d'une silhouette féminine à moitié dessinée que Picasso a abandonnée au milieu de son travail. Les artistes émergents de l'époque utilisaient assez souvent cette façon d'économiser de l'argent car les toiles étaient chères. Et voilà pour ce tour du monde des œuvres d'art. Fatigant, n'est-ce pas ? Alors repose-toi un peu, Sherlock Holmes.
Si tu regardes attentivement un bus scolaire aux USA, tu remarqueras qu'au lieu d'être simplement jaune, il est d'un mélange de jaune citron et d'orange. Pour être plus précis, on appelle même la couleur des bus scolaires américains et canadiens National School Bus Glossy Yellow. Mais n'a-t-il pas été prouvé scientifiquement que le rouge est la couleur ayant la plus grande longueur d'onde ? Il ne se disperse pas facilement, et c'est pourquoi on peut le voir de loin. On dit aussi que nos yeux sont immédiatement attirés par le rouge. Cela pourrait expliquer pourquoi la police contrôle plus souvent les voitures rouges que les autres. En plus, la plupart des gens associent cette couleur à la prévention. C'est pourquoi les camions de pompiers et les panneaux de danger sont rouges. Alors, pourquoi ne pas peindre les bus scolaires en rouge ? Tout d'abord, l'histoire de la voiture rouge est un mythe. Ce sont en fait les voitures blanches qui se font le plus arrêter, et uniquement parce qu'elles sont plus nombreuses. Mais revenons au bus. Malgré toutes les données scientifiques, ce n'est pas le rouge mais le jaune qui attire instantanément l'attention dans notre quotidien. Car c'est la couleur la plus visible. Elle a aussi une sorte d'aspect radieux qui la fait ressortir dans l'obscurité, le brouillard ou par faible luminosité. De nombreux bus scolaires transportent des écoliers tôt le matin. Selon la saison, il fait parfois encore sombre à ce moment-là. C'est pourquoi il est plus judicieux d'utiliser de la peinture jaune. Les bus sont ainsi plus visibles sur la route. Et ce lettrage noir sur fond jaune est une combinaison de couleurs parfaite. Cela permet au conducteur de se rendre compte beaucoup plus vite qu'il s'approche d'un bus scolaire. Enfin, il y a une autre raison cruciale pour ce choix de couleur si spécifique, la vision périphérique. C'est lorsque tu vois quelque chose du coin de l'œil, sans le regarder directement. Les scientifiques affirment qu'on a 1,24 fois plus de chances de repérer un objet peint en jaune avec notre vision périphérique que le même objet peint en rouge. C'est la raison pour laquelle il est aujourd'hui impossible de voir un bus scolaire autre que jaune aux États-Unis. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. La couleur National School Bus Glossy Yellow n'est apparue qu'en 1939. Avant cela, les bus scolaires étaient peints de toutes sortes de couleurs. Si l'on remonte encore plus loin, il n'y avait pas de bus du tout. Les élèves étaient emmenés à l'école dans des calèches spéciales tirées par 2 chevaux. Le tout premier bus scolaire est apparu à Londres en 1827 et il pouvait transporter 25 personnes. Pour en revenir à 1939 et à la nouvelle couleur officielle de l'époque, on l'appelait National School Bus Chrome. Mais cette peinture avait un sérieux défaut, elle contenait du plomb. C'est extrêmement dangereux pour l'homme. C'est pourquoi elle a rapidement été remplacée par la peinture que les fabricants utilisent aujourd'hui. Les bandes noires visibles sur les bus scolaires ont aussi une utilité. Il s'agit en fait de rails métalliques placés sur les côtés et à l'arrière du bus pour protéger ses parois plutôt fines. En cas de collision, ils absorbent la majeure partie du choc. Ces rails sont également placés à des endroits stratégiques. Le plus bas se trouve au niveau du plancher. Celui du milieu correspond au bas des sièges. Et celui du haut correspond soit au haut des sièges, soit au bas de la fenêtre. De nombreux aéroports ont des moquettes dans leur zone d'embarquement. Ce petit élément de confort s'accompagne généralement de quelques autres. Des plafonds plus bas, des sièges confortables et un éclairage naturel agréable. Tout cela coûte plus cher aux aéroports et les moquettes ne sont pas aussi faciles à nettoyer que les sols durs. Mais elles créent une sensation agréable pour les passagers qui attendent leur vol, ce qui les rend plus détendus. Pourtant, il ne s'agit pas seulement d'un geste de bonne volonté de la part des aéroports. Selon des recherches comportementales, les passagers apaisés sont 7 à 10% plus susceptibles de faire du shopping et d'acheter réellement quelque chose dans la zone duty free. Donc en investissant dans le confort des passagers, les aéroports augmentent en fait leurs revenus. Si tu as toujours voulu savoir ce qu'il advient de ton bagage lorsque tu es à bord de l'avion, la réponse courte est que le personnel de l'aéroport ne le sait pas une fois qu'il a quitté son territoire et qu'il ne s'en soucie probablement pas. Désolé de te le dire. Les scanners lisent le code barre et trient les bagages automatiquement en fonction de leur destination. Les 3 principales tâches des bagagistes de l'aéroport sont de déplacer les sacs de la zone d'enregistrement à la porte d'embarquement, de les déplacer d'une porte à l'autre lorsque tu as une correspondance et de les déplacer de l'avion à la zone de récupération des bagages. Et c'est tout. Donc si tes bagages ne se déplacent pas assez vite, ils peuvent être en retard pour ton vol de correspondance. Ou à l'inverse, ton bagage peut arriver à ta destination avant toi parce que tu es bloqué au contrôle des passeports. Un autre problème peut survenir si tu oublies d'enlever une ancienne étiquette indiquant une destination différente. Dans ce cas, le scanner pourrait envoyer ton bagage dans le mauvais pays.
La plupart des aéroports sont équipés de cuisines géantes, où sont confectionnés les plateaux repas destinés aux passagers. Ces cuisines préparent généralement des aliments pour différentes compagnies aériennes en même temps. Et comme cette nourriture d'avion si savoureuse doit être cuisinée environ 6 à 10 heures à l'avance, les cuisines fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, le menu de ton vol est élaboré jusqu'à 1 an à l'avance. C'est une pratique courante pour la plupart des compagnies aériennes, car chaque ingrédient compte et fait augmenter les dépenses. D'ailleurs, fait intéressant, une compagnie aérienne a réussi à économiser 40 000 $ après avoir retiré une seule olive de chaque salade qu'elle servait sur ses vols. Le personnel de l'aéroport demande parfois aux passagers de se frotter les mains sur un morceau de tissu avant de le mettre dans une machine spéciale. Cela peut sembler bizarre, mais c'est totalement inoffensif. Il s'agit simplement d'un contrôle de routine effectué par une machine appelée atomiseur. Avant que leur journée de travail ne commence, les employés mettent des échantillons de produits chimiques dangereux dans la machine. La machine mémorise ces odeurs et au cas où les mains d'une personne exhalent ces produits chimiques, elle alerte le personnel de l'aéroport. Tu as certainement déjà vécu ce qui suit. Tu arrives au contrôle de sécurité et soudain, il s'avère que tu as quelque chose d'interdit dans ton bagage à main. Mais ne t'inquiète pas, tous les objets saisis lors de l'inspection avant le vol peuvent être conservés à l'aéroport jusqu'à 3 mois. En plus de cela, tu as la possibilité de te les faire envoyer par courrier à n'importe quelle adresse. Les objets saisis par la sécurité et qui n'ont pas été réclamés peuvent aussi être vendus lors de ventes aux enchères spéciales et sont livrés dans le monde entier. Si tu as une longue escale entre 2 vols, aller à l'hôtel le plus proche pour te reposer n'est peut-être pas l'option la plus économique. Il y a une bien meilleure astuce. Vérifie si l'aéroport ou la compagnie aérienne vend un accès 24 heures sur 24 au salon VIP. Dans la plupart des cas, tu peux y trouver des collations et des boissons gratuites et utiliser des cabines de douche et des salles de repos gratuites à un prix très abordable. Dans les aéroports à plusieurs terminaux, recherche les passages souterrains reliant les terminaux que la plupart des gens ne connaissent peut-être pas. Par exemple, à l'aéroport de Francfort en Allemagne, il y a un tunnel piétonnier entre le terminal 1 et le terminal 2 qui est surtout utilisé par les employés car les passagers ne sont tout simplement pas au courant de son existence. Il existe un terme pour les 60 minutes qui suivent la fin de l'enregistrement, l'heure d'or. C'est le moment où statistiquement, les passagers dépensent le plus d'argent dans les magasins et les zones hors taxes de l'aéroport. Et le fait de placer les sièges les plus confortables de ces zones juste en face des magasins est une autre astuce pour t'attirer à faire du shopping. Admettons-le, s'asseoir dans un fauteuil confortable tout en regardant une enseigne ou une vitrine peut être tentant et c'est exactement ce que les aéroports veulent que tu ressentes. Si ton vol est surbooké et que tu ne peux pas prendre l'avion à l'heure prévue, ne te précipite pas pour accepter le premier bon qu'on te propose en guise de compensation. Normalement, les compagnies aériennes font monter les enchères jusqu'à ce qu'elles aient suffisamment de volontaires qui renoncent à leur place. Et si elles ne le font pas et que tu as été refusé involontairement, tu peux insister pour obtenir un remboursement en espèces à la place. En fonction du prix de ton billet et de l'heure de ton retard, tu pourrais avoir droit à un montant allant jusqu'à 1 300 €. La plupart des aéroports engagent des experts appelés profileurs. Ces personnes pratiquent ce qu'on appelle la spot ou technique d'inspection des passagers. Par observation, ils analysent soigneusement les expressions faciales, les gestes et le comportement afin de détecter les personnes suspectes. Leur travail consiste à remarquer les signes non-verbaux d'anxiété comme les personnes qui se mordent les lèvres, se démangent ou regardent beaucoup autour d'elles. Si un profileur remarque qu'une personne se comporte de manière étrange, il peut l'inviter à une inspection plus poussée durant laquelle il va l'interroger pour essayer d'en savoir plus sur elle. Les profileurs travaillent à la fois dans les halls principaux et au contrôle des passeports. La question typique qu'ils posent est « Quel est le but de votre visite ?» Ils vérifient ensuite la réaction de la personne à cette question. Peu importe à quel point un passager est réservé, s'il a quelque chose à cacher, les agents le découvriront grâce aux plus petits indices dans son attitude. Avant même que tes bagages ne montent dans l'avion, ils passent par 5 niveaux de sécurité. Et l'un d'entre eux, en plus de scanner le contenu, comprend un contrôle par un chien capable de renifler des produits chimiques dangereux. C'est bien connu, le nez d'un chien est bien plus puissant que celui de n'importe quel humain. En fait, les chiens distinguent les odeurs de 10 000 à 100 000 fois mieux que les gens. Pas étonnant que les aéroports profitent de ce super sens pour la sécurité et utilisent régulièrement ces chiens renifleurs pour détecter des substances suspectes. En plus, tu ne pourras même pas distinguer un chien de détection d'un chien normal. Contrairement aux chiens policiers, ceux qui travaillent dans les aéroports ne sont pas dressés pour effrayer ou intimider les gens. Les races de renifleurs les plus populaires sont les Golden Retrievers, les Labradors et les Braques allemands.
Charger ton téléphone à un endroit spécialement désigné peut sembler pratique, mais ce n'est pas forcément sans danger. Si la station de recharge ne te permet de brancher que ton cordon en USB, tu risques d'avoir un logiciel malveillant installé sur ton téléphone sans que tu t'en aperçoives. La seule façon sûre de charger ton téléphone ou ta tablette est de trouver une prise électrique murale et de l'utiliser avec ton propre chargeur. Il en va de même pour le Wi-Fi gratuit des aéroports. En dehors du fait que les aéroports te demandent le plus souvent de t'authentifier, quelqu'un peut facilement accéder à tes données lorsque tu utilises un hotspot Wi-Fi non protégé. Il est plus sûr d'utiliser tes données mobiles. Mais si tu dois absolument utiliser le Wi-Fi de l'aéroport, efface ou crypte toutes tes informations importantes sur ton appareil. Il peut être exaspérant de devoir sortir ton ordinateur portable de ta valise à chaque fois au contrôle de sécurité. Mais le personnel de l'aéroport a besoin de bien voir ton appareil pour s'assurer que rien n'est caché à l'intérieur. Sur l'écran d'un scanner à rayon X, un ordinateur portable ressemble à un objet semi-transparent avec un disque dur, un lecteur de CD et autres composants clairement visibles. Mais les agents de sécurité ne peuvent pas voir ce qui se trouve derrière certaines de ces pièces. Par exemple, une batterie dense est plutôt volumineuse. Les gens ont tendance à choisir la file de sécurité la plus proche d'eux. Si cette file s'avère être bondée, regarde simplement autour de toi après le contrôle des pièces d'identité et des billets. Tu verras peut-être un autre point de contrôle avec beaucoup moins de monde. Certains points de contrôle de l'aéroport sont situés aux confins du terminal et les passagers ne les remarquent pas. Faire une demande de pré-contrôle de sécurité peut être un grand gain de temps pour voyager à l'intérieur et à l'extérieur des États-Unis. Être membre de ce programme présente de grands avantages. Tout d'abord, le passage de la sécurité et du contrôle des passeports est plus rapide. Si tu as opté pour le pré-contrôle, tu n'auras pas à enlever tes chaussures, à retirer ta ceinture ou à placer des objets comme les liquides et ton ordinateur portable dans des bacs spéciaux. Si tu ne prends pas l'avion depuis ou vers les États-Unis, tu peux chercher des services similaires disponibles dans ton pays. Si tu voyages en classe économique, mais que tu n'aimes pas ça, d'ailleurs qui aime ça? Enregistre-toi en ligne et vérifie les options de siège environ 4 jours avant ton vol. C'est à peu près à ce moment-là que les compagnies aériennes commencent à surclasser les sièges et tu pourrais obtenir un surclassement en classe d'affaires pour une somme modique ou parfois même gratuitement. Tu peux aussi demander un surclassement lorsque tu es déjà à l'aéroport. La plupart des gens oublient cette possibilité ou s'en moquent tout simplement. Alors, tente ta chance.